Laurence Gallet nous a décrit donc les mesures qu'on pouvait faire sur le sang, la salive et l'urine chez les humains, les valeurs de référence sur lesquelles on devait s'appuyer, et en fonction de ces valeurs, donc comment on pouvait anticiper ou comprendre les problèmes de santé des humains. Et la question qui se posait pour nous, c'est est-ce que ces valeurs de référence seront les mêmes ou est-ce qu'elles sont les mêmes sur les animaux? Alors, je passerai juste. La première chose qu'elle nous a apprise, et ce que nous utilisons toujours aujourd'hui chez les animaux, c'est de déchiffrer ces bilans. Alors, elle nous a appris le déchiffrage des bilans humains, surtout sur une idée de toujours confronter ce qui se passait au niveau du sang et ce qui se passait au niveau des urines, et de savoir si ces compartiments évoluaient au niveau pH redox et RH2 dans le même sens ou pas dans le même sens. Est-ce qu'il y avait cohérence ou pas cohérence? Chapeau 11. Alors, et il est important, et ça je pense que c'est la vraie avancée de Laurence Gallet par rapport à la compréhension de la bioélectronique sur les êtres vivants, j'entends de chair et d'os, hein, c'est de bien vérifier ces cohérences sans urine. Alors, ça représente quand même une certaine difficulté, parce que vous verrez, c'est que quand on fait de la bioélectronique dans un troupeau de ruminants, il faut pouvoir mesurer ce qui se passe dans la sphère digestive, dans la partie antérieure qui est rumen, dans la partie postérieure qui est le gros intestin, et il faut confronter ça à ce qui va se passer en termes de variation pH redox, conductivité, au niveau du sang et au niveau de l'urine. Donc c'est assez chronophage, c'est un peu comme les mesures dans le sol, ça prend beaucoup de temps, et on a essayé d'alléger un petit peu la méthode, j'entends surtout pour les visites quotidiennes et pour l'agriculteur lui-même, puisque l'objectif à terme, c'est quand même que l'éleveur, avec ses outils, sache où il se trouve avec ses animaux. Alors, diapo 12. Voilà, donc elle nous a donné quelques variations des bilans humains et quelles étaient leurs conséquences en termes d'inflammation, en termes de déshydratation ou d'hyperhydratation, en termes de cancérisation et plein d'autres maladies. Et il a fallu essayer de voir si on pouvait retrouver ces valeurs de référence et ces variations chez les animaux. Je vais passer là-dessus, on ne va pas perdre notre temps là-dessus, on va aller à nos aliments. Alors, évidemment, quand un agriculteur ou un technicien, un ingénieur se penche sur les travaux de Claude Vincent, c'est très difficile de se retrouver ces petits par rapport à nos bilans de ruminants, même s'il y a des tendances, mais il y a tout un schéma à se mettre dans la tête, puisqu'il fonctionne un petit peu différemment, malgré tout, que les humains. Et quelque part, le diapo 16, le fameux tableau 4 cadrans, santé parfaite de Claude Vincent, on peut l'appliquer tout aux parties sur les animaux, mais il y a quand même un certain nombre d'adaptations à faire. Alors, là-dessus, tout de suite, ce que je vais vous dire à tous, c'est que la bioélectronique nous a permis de mieux comprendre, on va dire, tout ce qu'on observait sur les animaux en termes de pathologie. Une certitude absolue pour nous aujourd'hui, c'est la situation alcalino-oxydée qui nous posera toujours le plus de problèmes sur les ruminants. Et vous verrez que tout ce qu'on va essayer de mettre en place, ce sera d'essayer quand même toujours de chercher une légère acidification, une légère réduction, puisque c'est dans cette situation que l'animal fonctionne le mieux. Et ça, c'est valable pour les plantes qu'il consomme, et c'est surtout valable pour ce qu'il est lui-même. Alors, nous avons bien compris l'intérêt de mesurer, de quantifier, surtout ce qui se passe dans l'eau, dans les systèmes agricoles, les sols, les plantes, les animaux, les éleveurs, et finalement, c'est vrai que le pH, le redox, la conductivité se sont imposés comme des outils de compréhension de ce que l'on faisait dans les fermes. Faire de la bioélectronique en élevage, et c'est peut-être ça qui est la difficulté, c'est réaliser un bilan dynamique. C'est-à-dire, c'est commencera toujours par vérifier quelle est la nature de l'eau, quelle est l'eau qui est pue par les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce que c'est des produits frais, est-ce que c'est des produits séchés, est-ce que c'est des produits conservés par acidification, oxydation dans des silos, qu'est-ce qui va se passer dans le tube digestif quand on va leur faire ingérer ces nutriments, qu'est-ce qui va se transférer au niveau sanguin, au niveau cellulaire, au niveau des organes, et quel impact sur les organes ça va avoir. Est-ce que ça va avoir des effets positifs ou est-ce que ça va avoir des effets négatifs? Et surtout, ce qui va nous intéresser, quels sont les effluents qui vont sortir de ces animaux? Qu'est-ce qui sort en termes de lait? Qu'est-ce qui sort en termes de matière fécale et d'urine qui, elles, devront retourner au champ et y avoir une action positive ou pas positive sur le champ qui va les recevoir. Ben, ça nous a permis de comprendre que la vache, le mouton, la chèvre, ce sont des êtres vivants absolument merveilleux
Si tout à l'heure Isabelle nous parlait donc des systèmes préhistoriques en termes de micro-organismes, on se rend compte que le rumen des animaux, c'est un système extrêmement préhistorique finalement, puisque on retrouve ces archées, qui j'ai découvert aujourd'hui sont extrêmement vieilles, on retrouve ces protozoaires, on retrouve toute une flopée de bactéries, et on voit bien que quelque part, l'animal, il est friand de quoi? D'herbes fraîches sucrées et azotées, d'herbes sèches et sucrées. Elle est friande de racines et de tubercules sucrés. Elle aime la cellulose digestive. Elle aime les plantes légèrement acides à pH 6,4. Elle aime bien les plantes plutôt réduites, entre 150 et 200 millivolts, à forte résistivité et faible conductivité, entre 10 et 15 millisiemens. Des plantes riches en potassium, pauvres en sodium. Et elle va en consommer pour une vache entre 12 et 18 kg de matière sèche. Elle aime l'eau douce, donc elle aime l'eau peu oxydée, elle aime l'eau dynamisée, oxygénée naturellement dans les rivières. Elle en consomme 40 à 60 litres d'eau par jour, 100 à 200 litres quand elle est en lactation. Et qu'est-ce qu'elle va faire de ça dans ses pré-estomacs? Nous, on se rend bien compte, en prélevant les jus de rumen, c'est que la situation la plus favorable pour ces animaux, c'est d'avoir un rumen qui est légèrement acide, entre 6 et 6,5, et que finalement, elle luttera beaucoup plus difficilement contre l'alcalose que contre l'acidose. Et que quelque part, dans les systèmes d'élevage, on va dire que beaucoup d'intervenants sont tout le temps en train de lutter contre l'acidose, sans pas forcément toujours mesurer un pH d'un système digestif. Et finalement, on se rend compte que l'alcalose est une situation extrêmement pénalisante pour les animaux. C'est un système qui est extrêmement réduit. Le redox en mesure directe, c'est idéal, c'est autour de moins 200 millivolts. Et c'est des systèmes digestifs très faiblement résistifs et à forte salinité. Si le système digestif fonctionne bien, et si son intestin donc fonctionne bien, la vache va produire 30 à 40 kg de bouse par jour, à peu près 6 kg de matière sèche. La plage la plus performante pour les animaux, et là on a le moins de pathogènes, ce sera des bouses qui seront entre 6,5 et 6,8, ça peut monter à 7 pour des petits ruminants, et finalement ce sera l'image du sol dans sa gamme de pH que l'on souhaite avoir. C'est extrêmement réduit, entre moins 200, moins 250 millivolts, et c'est très hautement résistif. Si le système digestif a été réglé comme ça, parce que la vache mange et boit ce qu'il faut, les transferts au niveau du sang feront qu'on trouvera un sang légèrement alcalin, 7,35 à 7,45, peu oxydé, avec un RH2 de 22 à 24, assez résistif, de 210 ohms, et avec une salinité très élevée. Et avec ça, cette vache ou cette brebis ou cette chèvre va vous faire une quantité de lait relativement importante. Elle produit, ça peut aller de 5 jusqu'à 80 litres de lait par jour. Pour les vaches les plus productives que j'ai vues dans ma vie. C'est un produit qui est riche en sucre, protéines, matières grasses, légèrement acide, 6,4 à 6,7. Encore une fois, c'est quand le lait sera basique que les problèmes d'infection mammaire seront les plus critiques à résoudre. C'est un produit qui a un redox entre 200 et 300 millivolts en mesure corrigée en EH, et c'est une résistivité qui est voisine de celle du sang à 200 ohms. Et donc, et ce qui nous restera, qui est important pour nous, c'est les urines. Elle en produit 15 à 20 litres par jour. Elles sont très alcalines, et ça c'est une particularité des ruminants adultes, donc est très différent de ce qui se passe chez l'homme. Et des urines avec une résistivité très faible, une conductivité élevée, c'est assez riche en potassium, c'est riche en bicarbonate, et ça a une salinité très élevée, et ça a un Brix de 4 à 5%, 6%, et une densité de 1015 à 1025. Alors, je vous présente quoi? Ce que j'appelle un système parfaitement équilibré. Si vous rentrez dans une ferme, que vous mesurez tous ces compartiments, et que vous trouvez ces valeurs de référence, je peux vous promettre que ces ruminants seront dans une santé absolument parfaite, une longévité inégalée, et quelque part la fromageabilité du lait de ces animaux sera extrêmement bonne, et la qualité de la viande de ces animaux sera extrêmement bonne. Alors, la difficulté maintenant, c'est de savoir quel est le système nutritif, quel est le système culturel qui va nous permettre d'avoir des fourrages qui nous permettent d'avoir ces valeurs de référence. Voilà, donc on peut résumer ça comme ça. La difficulté, et la bioélectronique, elle nous sert à ça, c'est de piloter les apports de carbone et d'azote pour avoir ces valeurs de référence pH
redox, conductivité du système digestif sur toute sa longueur, de piloter finalement les apports de macro-éléments, puisqu'ils vont avoir un impact très fort sur la régulation du pH dans tous les secteurs de l'animal et de l'état de santé de l'animal, et en particulier autour de la mise bas et du vélage, on va chercher à acidifier quelque part le sang de façon importante. On va le faire principalement avec des composés riches en soufre, en chlore et en phosphore. Et à l'inverse, en production de viande ou de lait ou de reproduction, on cherchera à légèrement alcaliniser les animaux. Et je dis bien légèrement alcaliniser les animaux au niveau sanguin. Et on utilisera des alcalogènes que sont le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le silicium. Et comme tout système vivant est un système qui a tendance à s'oxyder, eh ben, on devra limiter le plus possible l'oxydation des animaux en limitant quelque part les apports de fer dans l'alimentation. On ne pourra pas empêcher les animaux de respirer, mais par contre, c'est sûr qu'il faudra savoir réguler les antioxydants à leurs justes apports pour compenser l'oxydation qui est obligatoire dans un système respiratoire. Alors, si vous faites des mesures demain sur des animaux, je vous encouragerai à mesurer au minimum les urines, le sang et le lait. Je vous ai mis ici les valeurs de référence cibles sur lesquelles on doit se reposer donc pour que le système fonctionne bien. Et on doit trouver les accords alimentaires pour pouvoir faire en sorte que ces secteurs soient ces valeurs-là. Dans un fonctionnement général, voilà les valeurs que l'on souhaite obtenir pour l'heure humaine, en termes de pH, en termes de conductivité, résistivité de redox, et pour l'intestin. Alors, quand on parle de santé et de distorsion sur les animaux, et bien finalement, depuis 10 ans qu'on fait de la bioélectronique, on se rend compte de quoi? C'est que quand les animaux ne fonctionnent pas bien, c'est-à-dire que les réactions zootechniques ne sont pas là en termes de production de lait, de viande, de reproduction, dans 90% des cas de ce qu'on rencontre, on est face à une alcalose métabolique sanguine, qui, qui est souvent le cas dans une ration qui est pauvre en protéines, qui est riche en amidon, des rations pauvres en soufre, en chlore, en phosphore, des rations trop riches en calcium, en potassium, associées à de la déshydratation, des densités urinaires élevées ou des redox urinaires élevés. Inversement, si vous trouvez ces paramètres sur le sang, vous trouvez ces paramètres sur les urines, vous pouvez en déduire que les animaux sont dans cette situation alimentaire et dans cette situation d'alcalose. Et c'est cette situation qui est la pire que puissent rencontrer les animaux en termes de santé et de fragilité autour de la mise bas et en début de lactation. Finalement, l'acidose, au sens acidose métabolique, c'est que 10% des cas qu'on rencontre, c'est des rations qui sont hyperprotéinées, riches en sucre, des rations riches en soufre, en chlore et en phosphore, et donc avec des hyperhydratations compensatrices. Voilà. Alors, le cas le plus fréquent qu'on va rencontrer quelque part, c'est des fermes dans lesquelles les systèmes nutritionnels trop riches en énergie, quelque part, et pas forcément assez riches en protéines, donc ont tendance à emmener les systèmes digestifs vers l'acidité et quelque part l'oxydation. La réponse, et c'est là que les choses se compliquent parce qu'il faut pouvoir avoir une vue dynamique de ce qui se passe secteur par secteur, la réponse métabolique des animaux à ça, c'est d'engendrer quelque part une alcalose réactionnelle au niveau du sang, au niveau des urines, au niveau du lait, avec une oxydation. Ou inversement, si vous trouvez cette alcalinisation de tous les secteurs et cette oxydation des secteurs, vous pouvez en déduire que quelque part, on a un système nutritif ou intestinal ou digestif qui est plutôt à tendance à imprimer une acidité digestive. Diapo suivante. Donc, l'autre cas de figure qu'on rencontre très souvent, j'ai envie de dire, c'est quelque part des systèmes, des préestomacs, des rumènes qui sont plutôt en état d'alcalose et d'hyperréduction, et inversement, des nutriments qui se digèrent énormément dans la sphère intestinale donc des animaux, où là on va rencontrer une acidité importante du petit et du gros intestin. La réaction au niveau du sang, des urines et du lait sera la même que précédemment, c'est-à-dire une alcalose et une oxydation réactionnelle. Par contre, sur le plan des pathogènes, si on crée ce genre de situation, on se retrouvera sur des animaux dans un état d'inflammation et de déshydratation extrêmement importante et très préjudiciable à leur état de santé.
Diapo suivante. Donc, vous avez compris que mesurer ne pose peut-être pas le plus grand problème. Il faut savoir mesurer tous les compartiments, donc le sol, les plantes, les silos, l'eau, voir ce qui se passe dans le système digestif d'animal et essayer d'extrapoler ou comprendre ce qui va se passer dans les autres secteurs, mesurer les autres secteurs, à minima, ben, finalement, les bouses et les urines et le lait, ou inversement, vous pouvez mesurer les urines, les bouses et le lait et en déduire quelque part ce qui se passe dans le système digestif et ce qui se passe dans les champs. De toute façon, c'est bien ces effluents-là qui vont retourner aux champs et qui vont permettre de faire les choses correctement ou pas. La conclusion de ce que l'on voit, c'est que si le système n'est pas équilibré et ne fonctionne pas à tous ses étages, de toute façon, l'animal digère mal. Alors, déjà, s'il digère mal, la reproduction de lait, de viande n'est pas au rendez-vous. Son état inflammatoire ou son état infectieux est relativement compliqué à gérer. Et si l'animal, de toute façon, n'a pas réussi à digérer ce qu'on lui a donné dans son système digestif, quand on ramène ces effluents d'élevage, urine et matière fécale, oui Pablo, oui Pablo, voilà. Donc en guise de conclusion, je dirais quoi? C'est que le pH redox. Oui Pablo, oui. T'en as quelle diapo? En fait, comme tu nous dis plus Ah, passer les diapos, on arrive plus à savoir laquelle tête. alors je suis à la diapo 35. Super, on était bien calé. Bien Voilà, noté. je passe à la suivante. Donc, en conclusion, finalement, la vache est un être hydraté, sucré et protéique, calcique et potassique. Alors, elle est légèrement alcaline et réduite dans son sang. Elle est légèrement acide et très réduite dans son système digestif. Elle aime marcher, brouter, ruminer, produire du lait. Elle donne sa vie aux hommes qui la respectent. C'est elle qui nourrit le sol de carbone liquide et labide et de carbone solide. C'est elle qui nourrit la plante d'azote solide et d'azote liquide et urique. Elle recycle le potassium, est un élément important pour la vie cellulaire. Et elle fixe dans ses os et sécrète dans son lait le calcium et le phosphore. Diapo suivante. Donc, donc vous avez compris, diapo 38, que la mesure du pH redox conductivité, du Brix, des nitrates, des protéines dans le couple sol-plante ben, nous a permis de faire les choses peut-être un peu mieux. Nous sommes arrivés au bout de toutes ces années avec Chantal à la certitude que la vache, elle aime quoi? Elle aime de l'herbe sous toutes ses formes. Elle aime les plantes associées, graminées légumineuses. Elle aime les racines. Et quelque part, dès que l'on met beaucoup d'amidon dans sa ration, c'est plutôt un problème. Sur le plan de l'eau, elle adore l'eau courante, l'eau de ruisseau. Elle adore l'eau qui est dans les plantes, qui est évapotranspirée par les plantes. Si on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on doit lui faire pour l'hiver, nous on se rend bien compte depuis toutes ces années qu'on fait de la bioélectronique dans les élevages de France et des pays limitrophes, c'est que la situation est toujours plus compliquée lorsqu'on a des ensilages, la situation est toujours plus compliquée lorsque l'on a beaucoup d'amidon, beaucoup de graines dans les rations des vaches. On se rend compte que la situation est toujours plus favorable parce qu'on a des foins qui sont faits dans de bonnes conditions et quand on limite la quantité de concentré dans les rations, et que quelque part en termes d'effluents d'élevage, c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre le système à l'équilibre. Lorsqu'on a des fumiers ou des fumiers couverts, c'est toujours plus compliqué de faire les choses lorsqu'on a des quantités de lisier importantes dans les fermes. Voilà, donc la bioélectronique nous a permis de beaucoup progresser dans notre pratique de tous les jours. C'est un peu court pour tout vous dire, hein. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Et merci à tous ces scientifiques de nous apporter la matière. Nous, même si je n'aime pas dire ça comme ça, notre métier, c'est d'essayer d'utiliser des outils rapides et puis d'essayer d'avoir des tendances et puis d'un peu vulgariser ou démocratiser l'utilisation de ces outils au quotidien pour pouvoir piloter et caler les troupeaux.